Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le professeur Cory Andrew-Labrec, vice-doyen à la faculté de théologie et de sciences religieuses et directeur des programmes de deuxième et de troisième cycle en théologie. Il est également professeur agrégé en bioéthique et éthique théologique, ainsi que titulaire de la chaire de leadership en enseignement, nommée CLÉ, en éthique de la vie. Parfait. Donc, si vous souhaitez qu'on débute tout de suite, dans le fond, moi, je commencerai peut-être par vous demander de vous présenter brièvement là, qu'est-ce que vous faites tu sais, dans votre domaine de recherche, peut-être plus particulièrement. Moi, je suis professeur en bioéthique, plutôt bioéthique théologique. Donc, je m'intéresse plutôt aux enjeux éthiques en environnement, en médecine, plutôt à la fin de vie, mais avec un axe sur les religions du monde, avec la tradition catholique, ça c'est vraiment le focus pour moi. Donc, je suis intéressé en quoi et comment les religions du monde, encore une fois avec un accent sur la tradition catholique, comment ils décortiquent les enjeux éthiques dans le milieu santé, médecine et environnement. Donc, ça, c'était mon intérêt depuis pas mal longtemps. Et donc, ma recherche est axée sur ça, mon enseignement aussi. C'est vraiment, donc, je donne des cours sur les religions et l'environnement, sur les religions et médecine, les enjeux éthiques, la bioéthique chrétienne, etc. Donc, ça, c'est vraiment mon domaine de recherche. Et je suis intéressé aussi par le contexte de vieillissement et les enjeux éthiques, particulièrement à la fin de vie. Et donc, mon intérêt pour le RQSPAL, par exemple. Voilà. C'est très intéressant. Puis juste pour vulgariser un petit peu pour nos auditeurs, quand vous parlez de bioéthique, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bien, donc, le domaine, c'est vraiment comme vous pouvez imaginer par les deux mots qui fait la bioéthique. Donc, on parle vraiment des enjeux éthiques qui touchent les sciences biomédicales et la santé plus large. Donc, tous les enjeux éthiques qui sont liés à, vraiment, au début de vie jusqu'à la fin, l'interruption volontaire de grossesse, la procréation assistée, l'aide médicale à mourir, les enjeux éthiques liés au niveau de n'importe quelle chose, n'importe quel enjeu finalement qui touche à la santé, début jusqu'à la fin. Mais nous avons des spécialistes, des bioéthiciens, des bioéthiciennes qui vont trouver un certain domaine d'intérêt parce que c'est pas mal large comme domaine, comme vous pouvez imaginer. Donc, nous avons comme des bioéthiciennes féministes, par exemple, qui sont intéressées au corps féminin, par exemple, puis les enjeux éthiques liés à cela. Ou des bioéthiciens, ce n'est pas juste nous qui sont intéressés en religion, il y a des autres bioéthiciens qui sont intéressés à l'intersection ou bien au carrefour du droit et médecine ou de philosophie et médecine. Tu sais, comme ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on voit avec les grands intérêts. Donc, normalement, les bioéthiciens sont formés dans un domaine qui est attaché, qui est lié à la médecine. Donc, la philosophie, le droit, la médecine même comme domaine propre, c'est certain, la théologie, les sciences religieuses, mais aussi les études de genre, disability studies, comme on dit, ou les études sur les personnes handicapées. Donc, il y a des personnes qui viennent à la bioéthique par plusieurs portes. C'est la grande richesse, à mon avis, du domaine parce que vous êtes autour de la table avec des spécialistes en droit ou des spécialistes en philosophie. Et donc, c'est intéressant d'avoir des discussions qui touchent les dimensions existentielles. Donc, on est là-dedans. Si je comprends bien, comment la religion, qu'est-ce qu'elle autorise ou qu'est-ce qu'elle n'autorise pas dans ses enjeux bioéthiques? Oui, tout à fait. Donc, je peux te montrer, je peux faire un PowerPoint, la représentation de l'émergence de la bioéthique que je fais avec mes étudiants au début. Mais à l'émergence de la bioéthique comme discipline formelle, je veux dire, c'était vraiment les philosophes et les théologiens qui étaient là à la naissance de la bioéthique. Et tu peux imaginer pourquoi, parce que, tu sais, comme la bioéthique, si on parle des enjeux éthiques en médecine, mais toutes les questions qui sont beaucoup plus larges que juste, je mets ça entre guillemets, la relation entre le soignant et le soigné,
On parle aussi des dimensions existentielles. Donc, comme j'ai dit un peu, mais la souffrance, la mort, c'est quoi la mort? C'est quoi la définition de la mort? C'est quoi la définition théologique de la mort, par exemple? Toutes ces grandes questions qui sont, à mon avis, liées à des questions un peu plus concrètes comme les enjeux cliniques, les enjeux appliqués, etc. Ça, c'était toujours le domaine de la religion, hein, de la philosophie, de poser ces grandes questions. Est-ce qu'il y a une valeur attachée à la souffrance, par exemple? Ou c'est quoi le but? C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le sens de la vie? Toutes ces grandes questions qui sont posées sont des questions toujours décortiquées par les personnes qui sont spécialistes en religion, en philosophie. Donc, on voit un lien, si je peux dire, naturel avec la bioéthique. On est passé à vos intérêts de recherche, mais moi, je serais curieuse de revenir un petit peu en arrière. Votre parcours, est-ce que c'est en bioéthique, en théologie? Bonne question. Donc, c'est toujours la question parce que, et puis c'est une bonne question, Sabrina, parce que comme la bioéthique est interdisciplinaire, la première question qu'il faut toujours poser avec les bioéthiciens, c'est quoi exactement ta formation? Juste pour voir ton intérêt vient d'où. Et donc, je me présente souvent comme un bioéthicien théologique parce que mes intérêts sont à l'intersection de la bioéthique et les enjeux éthiques liés aux sciences biomédicales, dans les sciences biomédicales et la santé, et plutôt la tradition catholique et la tradition théologique. Comme formation, c'est intéressant, mais pour moi, peut-être c'est intéressant, les autres personnes, je ne sais pas. J'ai fait ma formation en sciences, donc j'avais toujours l'intention de devenir un chirurgien. Comme tu vois, j'ai décidé autrement, ou peut-être la vie a décidé pour moi. Mais donc, même comme enfant, je ne sais pas pourquoi, j'étais toujours fasciné par le corps humain. Je ne viens pas nécessairement d'une famille croyante, je mets ça entre guillemets. Je vais dire qu'il y a des membres de ma famille qui sont des croyants, c'est certain, plutôt chrétiens, plutôt catholiques, mais non pratiquants, comme on dit. Je sais que ce sont des catégories très, très vastes, hein, donc je ne veux pas entrer là-dedans, mais au Québec, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Les personnes qui s'identifient surtout dans le contexte catholique, mais des personnes qui vont dire oui, je suis catholique, mais je ne suis pas vraiment pratiquant. Ça veut dire beaucoup de choses pour plusieurs personnes, donc je laisse ça là. Mais je viens d'une famille qui s'identifie avec la tradition catholique plus ou moins, mais qui ne va pas à l'église, par exemple. Donc, ça, c'est un peu la réalité qu'on sait bien ici au Québec. Donc, pourquoi est-ce que j'étais fasciné par le corps humain? Je ne sais pas si c'était quelque chose religieux, spirituel derrière moi comme enfant, je ne sais pas, mais je ne viens pas d'une famille où la religion était au centre de notre identité, mais j'étais attiré par ces grandes questions-là. Donc, pour le cégep, par exemple, j'ai fait mon cégep au Québec en sciences de la santé parce que j'avais déjà le goût, c'est comme d'entrer plutôt dans une faculté de médecine. Et quand c'était le temps pour continuer à l'université, j'ai fait mes études à McGill. J'ai commencé avec mon bac en anatomie et biologie cellulaire. Donc, parce que j'avais la médecine en tête. Mais ma grand-mère, avec qui j'étais tellement proche, j'avais une relation tellement importante avec ma grand-mère, elle a développé la maladie Alzheimer. Et comme vous savez, c'est une maladie qui est tellement difficile pour les proches, pour la personne et aussi pour les proches. Et c'était au cours de ma première année que ma grand-mère était déclarée, je mets ça entre guillemets, mais déclarée inapte de faire les décisions. Elle n'était plus autonome, mais toute sa vie, elle était autonome en majuscule, très indépendante. Juste en passant, ma mère et ma grand-mère, donc ma mère et sa mère, ont perdu leur mari en même temps. Donc, les deux étaient veuves en même temps. Donc, j'ai perdu mon grand-père et plusieurs mois plus tard, très, très soudainement, mon père est décédé quand j'avais 1 an. Et comme tu sais, la mort nous divise dans les familles ou nous rapproche. Et heureusement, c'était le deuxième pour nous. Ma mère et sa mère étaient toujours très, très proches déjà, là, mais avec la mort, avec le fait que les deux étaient veuves en même temps, il y avait un autre type de rapprochement, si je peux dire, un autre type d'intimité, si je peux dire, avec ces expériences-là. Donc, j'étais tellement proche, pas juste avec ma mère, mais avec ma grand-mère. Donc, j'étais élevé par les femmes, c'est certain. Et c'était au cours de ma première année où ma grand-mère a déménagé chez nous parce qu'elle était plus apte, plus capable d'habiter tout seul. Et ça, c'était tellement difficile pour moi. Et donc, comme un petit-fils qui a toujours aimé sa grand-mère, qui n'était pas capable vraiment de m'identifier, elle ne savait pas où j'étais, c'est comme c'était vraiment
une évolution pathologique qui est très, très claire et très, très rapide, à mon avis aussi. Hein. Donc, ça, c'était important. Elle était parmi nous et j'ai vraiment perdu le goût d'étudier, de continuer comme étudiant. J'ai posé les grandes questions comme pourquoi est-ce que je suis étudiant quand il y a des grandes choses autour de moi, comme les grandes questions autour de moi. Et c'était intéressant parce que je n'étais jamais comme ça comme étudiant. J'étais toujours, pas pour dire, écoute, mais j'étais toujours sur la liste, première de la liste, c'est comme le premier sur la liste et tout ça au niveau des notes. J'étais toujours un type d'étudiant qui était diligent. Et là, quand j'ai perdu le goût de continuer, de même étudier, d'y aller à l'école, j'ai raté des cours. C'est pas peut-être intéressant pour mes étudiants, là, mais de rater des cours, de rater des examens. Comme je rappelle que comme j'étais là pour un examen une fois, puis j'ai regardé la couverture de l'examen pour voir, mais c'était pour quel cours encore, parce que j'étais vraiment un peu perdu dans le temps. Et là, pour des raisons qui sont assez claires, à mon avis. Oui. Et là, finalement, je n'étais pas présent pour plusieurs examens, puis je rappelle que j'étais invité par mon directeur, je vais dire, mon superviseur en médecine, puis il a dit, Corey, écoute, qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de fermer les portes. Tu sais, comme pour y aller à la faculté de médecine à McGill, il faut que tu es ici, pas juste ici, ici. Et donc, tu es en train de fermer les portes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas partager mon histoire pour dire c'est à cause de ma grand-mère. C'est comme c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais finalement, j'ai partagé un peu de mon histoire. Et je rappelle qu'à la fin de la discussion, il a dit très clairement, Corey, tu comprends? Je comprends. C'est tellement tragique, c'est tellement difficile, je comprends bien. J'avais même ces expériences dans mon temps. C'est comme. Puis il a dit, mais il faut bien comprendre que ta grand-mère n'est plus vraiment ta grand-mère. C'est comme avec toute sa perte de mémoire, avec toute la réalité autour de toi, là, elle n'est plus vraiment ta grand-mère. Et donc, j'ai quitté son bureau avec ça en tête, et j'étais comme, donc si tu n'es plus ma grand-mère, elle est qui d'abord? Et j'ai commencé à poser ces types de questions. Est-ce qu'elle est encore une personne? S'il n'est pas ma grand-mère, elle est qui? Son identité, ça veut dire quoi avec la neurodégénération? Ben oui, tout à fait. Donc, j'étais comme avec la neurodégénération. Est-ce que tu n'es plus une personne, tu perds tes mémoires? Donc, la dignité, c'est quoi le lien? Donc, j'ai commencé à poser ces questions, mais je n'avais pas de forum pour avoir ces types de discussions très larges sur des questions existentielles comme cela, les questions de souffrance, les questions du concept de la personne. Certainement pas dans les cours de sciences biomédicales. Ce n'était pas dans mes cours d'anatomie, neurobiologie que je peux poser ces types de questions. Donc, j'ai fait des cours facultatifs en théologie, en sciences des religions, en éthique, parce que c'était là où ils ont posé puis ils ont décortiqué ces types de questions, mais d'une manière sérieuse. C'est comme au contraire, si tu prends des cours, si tu suis des cours en religion, en théologie, c'est pas comme on tient des mains puis on prie au Jésus ou on chante ou quelque chose de même. C'est pas ça à l'université. Donc, c'est une étude constructive de tous ces éléments-là. Et c'était là où j'ai trouvé un forum pour écrire, pour penser d'une manière sérieuse et constructive sur ces grandes questions. Donc, j'ai commencé avec ces cours. Deuxièmement, je vais être un peu plus vite, mais deuxièmement, le superviseur m'a invité encore une fois, puis il a dit, Corey, maintenant tu fermes des autres portes, tu es en train de prendre des cours puis avec ses sourcils, des cours en théologie. Qu'est-ce qui se passe avec ça? En éthique, es-tu sérieux? C'est comme, qu'est-ce que tu fais pour nous des cours facultatifs en anatomie? C'est biologie cellulaire, c'est histologie, c'est les autres cours en sciences biomédicales, c'est pas théologie, tu sais. Donc, j'étais comme, puis il a dit, peut-être au niveau de cœur, tu es en train de réorienter au niveau de ton parcours, peut-être tu es ailleurs ou quelque chose de même. Puis j'ai dit, tu as tout à fait raison. Et là, elle a dit, non, ce n'était pas la réponse que je voulais. Mais j'ai dit, mais tout à fait. Donc, j'ai complété mon bac en anatomie, j'ai complété mes cours, j'ai complété le bac et j'ai commencé un deuxième en sciences des religions. Mais j'étais avancé à la maîtrise parce que à ce temps-là, j'ai complété presque tous les cours à la faculté. Donc, j'étais avancé à la maîtrise et là, j'avais fait le choix d'y aller côté bioéthique parce que là, j'étais capable de combiner mes passions, si je peux dire, pour la médecine et pour ce que j'ai pris en éthique et religion. Puis j'ai combiné les deux dans le domaine de la bioéthique parce que je ne voulais pas sacrifier un domaine pour l'autre. C'est comme de hyper spécialiser en religion sans toucher à la médecine. Pour moi, c'était
c'était hors de question. Donc, j'ai combiné les deux là en bioéthique, puis j'ai fait mon mémoire sur la question de est-ce qu'une patiente avec la maladie Alzheimer pourrait toujours être considérée comme une personne sous la loi avec certainement les inspirations de la sagesse théologique et philosophique pour faire cette discussion-là. Et j'ai continué avec mon doctorat en éthique religieuse, mais encore une fois avec la question de vieillissement et la longévité. Donc, la question de la prolongation radicale de la vie humaine et tous les enjeux éthiques liés au vieillissement. Donc, ça, c'était mon parcours qui est un peu plus unique peut-être, mais voilà. Wow, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, ça vient me rejoindre beaucoup mes intérêts avec la maladie d'Alzheimer, le vieillissement et tout. Puis je voulais savoir, on dirait, quand vous discutiez, ça m'a fait penser, est-ce que vous avez trouvé un peu une réponse à votre question, tu sais, votre première question qui était, est-ce que ma grand-mère est toujours une personne? Est-ce qu'elle est toujours ma grand-mère? Oui, bonne question. Hein? Donc, je vais relire mon mémoire pour voir que c'était quoi la conclusion. Mais honnêtement, c'est intéressant parce que c'est un peu ce que je veux faire avec mes étudiants maintenant, c'est comme de les encourager. Normalement, mes étudiants qui sont dans mes cours en bioéthique, peut-être qu'ils sont là parce qu'ils sont des cliniciens, sont des personnes qui ont vu sur le terrain des enjeux éthiques, puis ils veulent arrêter pour un instant pour penser sérieusement des enjeux qu'ils ont vus sur le terrain. Donc, ils vont faire une formation, ils vont chercher une formation en bioéthique. Mais souvent, j'ai des étudiants qui ne sont pas là à cause de ça. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose à la maison, au sein de la famille, quelqu'un qui est proche. C'est comme qu'ils ont des questions, puis il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un lieu pour poser ces types de questions où tu peux avoir une discussion assez constructive autour de ces questions-là. Donc, pour moi, c'est intéressant parce que j'ai entré dans le mémoire, c'est comme avec le mémoire, j'avais déjà quelqu'un en tête, mais je voulais que c'était une influence importante, une inspiration importante pour le mémoire, mais je ne voulais pas être, comment est-ce que je peux dire, dirigé, peut-être, par l'expérience non plus. C'est comme je voulais être assez objectif avec le raisonnement. Donc, objectif. Est-ce que c'est possible? C'est une autre question complètement. Mais c'est quelque chose qui était important pour moi, d'être assez sérieux pour dire, écoute, j'ai ma grand-mère ici, j'ai toutes ces expériences, puis même la sagesse profonde qui vient de ces expériences-là. Mais maintenant, je suis étudiant, un chercheur, qui est en train de traiter des données et des fonds. Parce qu'à la fin, et des faits, je veux dire. Et donc, je voulais approfondir un peu toute la discussion. À la fin, et c'est toujours resté avec moi, la conclusion était, la réponse était oui, certainement, qu'elle est encore une personne. Mais toute la question de... en anglais, on appelle ça the then self et now self. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression. The then self, c'est la personne avant la maladie et le now self, la personne maintenant avec la maladie. Et la question de continuité entre ces deux existences, si je peux dire. Hein. C'est toute la question en Alzheimer, si la personne avant la maladie est la même personne que la personne après. Ma réponse est oui, mais il y a les différences, évidemment. Mais une conclusion très importante pour moi était que la dignité n'était pas attachée aux fonctions. Pour moi, ça, c'était tellement important comme conclusion. Donc, dans le monde autour de moi, à mon avis, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre concept de la dignité est lié presque exclusivement à la performance des fonctions. Donc, si nous avons des fonctions qui sont intactes, j'ai une certaine dignité. Et quand je perds ces fonctions-là, c'est comme je perds ma dignité. Et je trouve ça tellement problématique. Pour plusieurs raisons, là, on peut rentrer là-dedans. Mais avec la maladie Alzheimer, je pense qu'il y a une dignité qui est toujours intacte, même s'il y a des fonctions qui ne sont pas intactes. Les fonctions comme conscience de soi, rationalité, mémoire, communication verbale, etc. Donc, c'est là où je suis un peu. Cette notion, je pense, de dignité qui est influencée par les performances intactes qu'on a, je pense, c'est la conception qu'on a de l'être humain, mais qui est sûrement fausse, puis biaisée sur plusieurs aspects, encore plus dans une société de performance. Je pense que ça vient encore, on vient prendre des décisions à la place d'autres personnes parce qu'on considère qu'ils ne sont plus aptes à prendre ces décisions. Et tu sais, comme nous avons aussi comme modèle, ben, je veux pas, c'est pas une critique, c'est certain, mais à l'université, par exemple, c'est comme la performance, ben, il y a des récompenses pour comme les étudiants qui performent bien. Donc, c'est comme ça,
même au travail. C'est comme si je performe bien, mais il y a une raison comme pour laquelle nous avons des personnes qui sont maintenant des doyens ou qui sont des chaires de recherche en quelque chose. Si tu veux être une chaire de recherche du Canada, par exemple, mais il faut que tu aies un CV qui est assez impressionnant. Comme c'est performance. Et ce n'est pas de dire, mais il faut mettre ça à part. Pas du tout. Mais en même temps, si c'est notre idée, si c'est comme la vision que nous avons dans notre société, dans notre culture, mais je comprends d'abord pourquoi les personnes qui ont pu leur fonction sont considérées, mais je ne veux pas dire inférieures, mais ils sont vulnérabilisés à cause qu'ils sont moins, je mets ça entre guillemets, à cause de leur fonction. C'est comme, il y a une question autour de la performance des fonctions. Puis on voit aussi l'inquiétude, si on veut, vous l'avez témoigné par votre parcours puis cheminement, votre superviseur qui était presque inquiet que vous vous fermiez des portes, mais peut-être c'est juste le parcours, votre parcours de vie personnelle qui a fait en sorte d'émerger comme de nouveaux intérêts, une nouvelle passion, puis vous avez l'air en fait épanoui dans ce que vous faites aujourd'hui, même si au départ, c'était peut-être pas le plan ou c'était pas les objectifs. Et c'est tellement important pour les étudiants, à mon avis, première, deuxième et troisième cycle, parce que la question est toujours là. C'est un peu, je trouve ça tellement lourd pour les étudiants, cégep aussi, de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je rappelle, peut-être c'est la même chose pour vous deux aussi, mais je rappelle quand j'étais en école secondaire, 11e année, secondaire 5, puis j'avais des pamphlets des cégeps, comme devant, c'était sur mon petit pupitre, je ne rappelle pas, je pense que j'étais en anglais, dans un cours d'anglais, puis l'enseignante a dit, voici les pamphlets, il faut choisir tes programmes, puis j'étais comme, programme pour, puis elle a dit, après l'école secondaire, tu vas continuer, puis j'étais comme, oh oui, c'est vrai, ma sœur qui est plus vieille que moi, j'étais comme, ah oui, elle est au cégep, ah oui, il faut penser de mon avenir, OK. Puis c'était vraiment un pamphlet devant moi, puis j'étais comme, mais elle était au cégep Dawson. Donc, moi, j'étais comme, OK, mais je vais prendre le pamphlet pour Dawson. OK, parfait. C'était comme ça. Puis là, j'ai vu, j'étais comme, OK, il y a des choses, sciences, OK. Ah, je vais y aller côté sciences santé, là, parce que je m'intéresse, comme j'ai dit, au corps humain déjà. J'étais comme, OK. En 3 minutes, là, puis j'ai mis mon pamphlet à quelque part. Puis, c'est comme, c'est fini. Oui, fini. Puis j'ai continué. Puis c'est intéressant parce que je rappelle même, encore une fois, j'étais un étudiant très fort, c'est comme j'avais des notes tellement solides. Et je rappelle que j'avais un enseignant qui a dit, je pense que j'étais en secondaire 3 et j'étais dans un cours de biologie secondaire 5. C'était un cours d'avancée, quelque chose de même. Puis je rappelle que mon enseignante, elle a dit, Corey, toi, tu vas être un super bon médecin parce que j'ai eu un 100% sur un examen, quelque chose de même. Puis j'étais comme, OK. C'est comme c'était si facile pour moi. Tu me dis quoi? Merveilleux. Puis c'est parlant aussi pour les élèves, c'est tellement parlant. Et c'est comme ça que j'ai fait mon parcours finalement. Mais je n'ai pas posé des questions sérieuses, comme est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je suis pourquoi est-ce que je suis sûr? Pourquoi est-ce que c'est le parcours maintenant choisi? Est-ce que c'était choisi par moi? Est-ce que c'était choisi par les autres? Donc, je n'ai pas pris le temps. Et donc, j'étais pas mal avancé dans ma carrière universitaire quand j'ai posé la question comme, mais attends, wow minute, comme on dit au Québec, là, wow minute, je suis peut-être interdisciplinaire et j'aime beaucoup la sagesse religieuse. Je pense que c'est tellement puissante. Croyant ou non, ce n'est pas la question. Tu sais, comme les personnes qui ont une sagesse tellement ancienne sur les grandes questions de souffrance, la vie, la mort, le sens, etc., j'étais comme, comment est-ce que je ne peux pas faire le pont ou bien le lien entre cela et mes intérêts en médecine en même temps? Est-ce qu'il faut que j'hyper-spécialise dans un ou l'autre ou est-ce que je peux briser le système un peu et de mettre ces deux qui sont peut-être deux champs complètement différents pour plusieurs, mais est-ce que je peux les rapprocher? Est-ce que je peux les mettre ensemble pour partager les sagesses? Et donc, c'est ça que c'est ça qui est intéressant. Donc, pour mes élèves qui sont comme aucune idée où je suis, c'est quoi mon avenir, je suis intéressé en A, B et C, mais il y a des fois des options où tu peux mettre A, B et C ensemble. Je dirais que ça demande de l'audace aussi parce qu'il y a tout l'aspect de on ne veut pas déplaire. Je connais beaucoup d'étudiants qui commencent un sujet à la maîtrise puis qui finissent par faire
continuer ce sujet au doctorat. Puis à un certain moment, même si ça ne les intéresse plus, ils disent, oui, mais je connais bien ma directrice, mais j'ose pas changer de sujet. Donc, je trouve qu'il y a aussi comme des compétences ou des qualités parfois qu'on peut développer aussi dans notre parcours académique pour allier notre passion avec nos intérêts de recherche. Effectivement, Sabrina. Et je pense que c'est jamais une perte. C'est comme il y a des étudiants qui vont dire « Oh, mais j'ai fait mon bac en X, mais je suis intéressé plutôt en B ou en Y. Mais est-ce que j'ai perdu mon temps? » C'est comme quand j'étais dans mon temps à l'époque, j'étais aux États-Unis pendant 5 ans. Donc, après que j'ai complété mon doctorat, j'ai été nommé professeur aux États-Unis, en Atlanta, en Géorgie, dans le sud, à l'université Emory, qui est une université très, très bien connue, certainement pour la formation théologique. Mais quand j'ai parlé avec mes étudiants, comme pour eux, la grande question était un peu cela, est-ce que je perds mon temps? Puis ce n'était pas juste une question de temps, c'était aussi une question de frais de scolarité. Hein. Donc, on avait parlé des étudiants, comme les frais de scolarité là-bas, c'était 60 000 par année. Donc, imaginez de faire un bac de 4 ans, c'était un bac de 4 ans là-bas, en sciences humaines, en théologie, 250 000 devises américaines. Et tu supposes, comme tu peux imaginer, j'avais des étudiants, comme au bureau, qui frappaient sur la porte, puis ils ont dit, OK, avec leur papier, on avait des feuilles dans le temps, mais avec leur papier et crayon, puis ils ont posé la question, OK, professeur, je veux vraiment prendre ton cours en bioéthique et religion, mais mes parents qui payent pour qui payent pour les frais de scolarité, ils vont me poser la question, écoute, tu es pre-med, comme on dit, donc tu fais tes formations pour y aller en médecine. Ce cours-là, ça va coûter tel et tel montant. Un cours toujours avec les sourcils. Un cours en théologie éthique, écoute, je préfère que tu prennes un cours en anatomie. En anatomie, en biologie, même en sciences, tu sais, comme n'importe quelle chose, des sciences dures, comme on dit, hein? Non pas les sciences douces. Et donc, c'était intéressant parce que même les élèves étaient comme, je suis tellement attiré par ces discussions-là, mais comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux raisonner? C'est quoi le raisonnement que je peux donner à mes parents pour dire ça compte? Ou ça va me donner, comme tu as dit, Sabrina, peut-être qu'il y a pas juste le contenu, mais il y a des aptitudes que je peux développer, des outils que je peux développer dans ce cours-là, que je peux appliquer plus tard, comme un médecin ou bien comme un soignant plus tard. Et c'est un peu le but. Donc, si tu as fait un bac en histoire, un bac en nomme le bac, mais tu as développé des outils, là, des outils en masse. En plus, je pense que les sciences humaines ont beaucoup à dire et à contribuer au niveau des soins. Des choses qui sont peut-être manquées par les autres qui ont fait un autre parcours, là, qui n'ont pas touché aux sciences humaines. Ouais. Oui, parce qu'on se pose beaucoup de questions, justement, en sciences humaines, des questions qui sont, à mon avis, existentielles, tu sais, qu'on doit se poser en tant qu'humain, en tant qu'étudiant, en tant que travaillant, peu importe ce qu'on fait. Mais c'est des questions qui ne sont pas abordées dans les scienges dures, justement. Pas du tout. Puis ce n'est pas notre formation du tout de poser ces types, pas pour dire, peut-être que c'est un peu off-record, mais je rappelle, j'étais invité quand j'étais étudiant à la maîtrise en bioéthique, j'étais invité à faciliter un groupe de discussion. C'était des élèves, où est-ce que j'étais? Je ne me rappelle pas, mais c'était des élèves en médecine. Et avant de commencer, on avait fait, comme aujourd'hui, on avait fait des présentations, puis tous les étudiants étaient comme, j'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est comme, à côté de moi, c'était un élève qui était dans les Olympiades. Elle était avec le Grand Ballet canadien pendant 20 ans. Elle a 2 doctorats, comme des CV tellement impressionnants. Et tout le monde en avait fait le tour. C'était juste moi, petit Corey, avec moi, j'ai un bac. Point. Puis c'était pas vraiment, c'était comme, c'est vraiment cute, Corey. Et c'était moi qui étais là pour faciliter la discussion, qui était sur l'erreur médicale. Donc, c'était un cas d'un médecin qui a, je ne rappelle pas exactement le cas, qui a laissé quelque chose dans le corps du patient au cours d'une intervention, puis maintenant, c'était le temps, est-ce qu'il dit la vérité ou non au patient, etc., toutes ces questions d'erreur médicale. Et on avait une discussion avec les élèves, et je rappelle très, très clairement que l'étudiante à côté de moi, tellement, tellement intelligente, a tourné vers moi avec son portable ou quelque chose de même. Elle avait quelque chose en main. Puis elle a dit, écoute, c'est toi le spécialiste,
dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais écrire et je vais mémoriser. Et j'ai presque vomi. Est-ce que j'ai presque vomi? J'étais un peu en larmes parce que j'étais comme, toi, tu vas être future soignante et tu veux me dire que tu ne peux pas penser d'une manière constructive juste pour 1 minute, 2 minutes sur quelque chose qui est peut-être très, très, j'espère, pas probable, mais possible, tu sais, comme un peu dans ta carrière. Parce que je ne veux pas être traité par des machines qui ne sont pas capables de penser. Et pour moi, si j'ai un soignant qui est en larmes parce qu'il est avec moi, puis il est en train de me dire que ma mère a un cancer, puis pour lui, il a des larmes aux yeux parce que c'est une déclaration tellement délicate, moi, je suis pour ça au lieu d'un courriel ou d'une autre manière de communiquer ces choses qui sont tellement, tellement lourdes et délicates. Et ce n'est pas pour dire que c'est juste des spécialistes en sciences humaines qui sont des humains, c'est pas du tout, qui ont de l'humanité, pas du tout. Mais ça a l'air qu'avec les sciences humaines et les autres sciences, à l'extérieur un peu des sciences biomédicales, on est formé pour nuancer les discussions qui sont déjà très complexes et de complexifier ou bien de souligner la complexité des discussions. Peut-être c'est comme il y a ça aussi. Et donc, je pense qu'il y a une richesse importante pour ces types de discussions. Oui, vraiment. Puis je me rends compte aussi de ça, tu sais, au baccalauréat, par exemple, en psychologie, tu sais, on est beaucoup aussi, c'est beaucoup de la performance, comme le doctorat est difficile à atteindre. Puis, tu sais, dans nos cours, tu sais, on prend beaucoup de notes. Mais tu sais, on dirait qu'on se dit quand on prend beaucoup de notes comme ça, tu sais, que c'est du par cœur, qu'il faut tout noter, est où la réflexion là-dedans? Tu sais, je ne peux pas prendre le temps de réfléchir puis de me poser des questions plus profondes sur ce que j'apprends parce que je prends tout ce temps-là à transcrire par cœur tout ce que le professeur dit. Je trouve ça un peu triste de manquer toute la réflexion qui pourrait ressortir de ça. Oui. En même temps, tu sais, comme je suis tellement. Écoute, tu sais, comme j'ai fait des cours comme ça, comme tu peux imaginer, Carole, puis c'est comme de mémoriser et de faire ton examen tout de suite parce que sinon, oups, tu vas perdre toutes ces informations-là. Là, et tu poses la question 2 ans plus tard, j'étais comme, est-ce que j'ai pris un cours en pathologie? Je ne rappelle même pas si j'ai pris le cours. Oublie le contenu. Là. Mais il y a aussi une importance au niveau de ce développement, si je peux dire, cognitif aussi, hein, lié à la mémorisation, à bien comprendre les faits, à bien appliquer, comme les connaissances du cours, comme à une question complexe, etc. Donc, il y a une richesse là-dedans aussi tellement importante. Écoute, si j'ai un cardiologue, j'espère qu'il a bien réussi ses cours, puis il a bien compris les faits, les données, etc. Absolument. Mais si ça, c'est le dernier mot, si c'est vraiment juste un technicien T majuscule qui comprend bien la technique, merveilleux, mais c'est tout pour le soignant. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot soignant. C'est comme j'ai besoin un peu plus. C'est comme je rappelle quand ma mère a été diagnostiquée avec un cancer avancé, on avait pensé que c'était juste un mal. C'est comme juste une maladie. Écoute, donne-moi les antibiotiques et on va être correct. Et dans 1 minute, nos vies étaient complètement bouleversées, changées. Et je rappelle que le médecin, dans son manteau blanc, tu sais, comme c'est toujours ça, très formel, il était derrière son écran. J'ai vu ses yeux, qu'il était en train de voir, mais selon les scans que nous avons, etc., c'est un cancer avancé et c'est tellement avancé, c'est tellement grave. Comme maintenant, il faut penser un peu des soins en fin de vie. 10 secondes, 20 secondes derrière son écran, puis on était paralysé. Et c'est pas pour dire, écoute, quel horrible médecin qui a. Je ne peux pas imaginer non plus d'être un médecin qu'il faut, tu sais, comme avec un mandat, de communiquer ces types d'informations 10 fois par jour avec des patients, de détruire, si je peux dire, des vies d'un jour après l'autre au quotidien. Comment est-ce que c'est possible pour un être humain? Comme j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont dans ces milieux-là. Est-ce que c'était de la bonne manière? C'est une autre chose. Est-ce qu'elle était bien formée en communication? C'est comme je ne sais pas, c'est comme je n'ai pas posé ces questions-là, mais il faut pousser ce type de questions-là. Parce que là, tu changes la vie de quelqu'un dans quelques secondes complètement. Et tu procèdes avec un autre dossier.
mais nous autres, on quitte la salle, puis on est dans les ténèbres. C'est comme c'est important, finalement. Oui, on est là-dedans. Puis vous nous parlez de ça, puis vous me rappelez des mises en situation que j'ai vécues dans le cadre de mon rôle de bénévole au CHUM. Puis, il y avait des mises en situation comme ça. Je me rappelle une fois où je rentrais, puis un patient, un autre bénévole simulé qui avait reçu un diagnostic de fin de vie, puis on voyait ma réaction, comment je devais réagir, etc. Mais je me dis, j'étais, je dirais pas juste bénévole, mais je veux dire, j'étais pas un professionnel de santé ou quelque chose, mais on nous formait là-dessus. Puis je me dis, c'est tout l'aspect humain qui vient aussi avec notre bagage le chapeau qu'on porte finalement de professionnel. Exactement. Exactement. Puis Sabrina, c'est intéressant parce que mes élèves qui sont au DSS en accompagnement, nous avons un programme ici à la faculté en DSS, un DSS en accompagnement spirituel, en soins de vie, en soins plutôt. Et les étudiants posent ces types de questions. Hein? La question du chapeau. Quel chapeau est-ce que je porte quand je rentre dans la chambre de quelqu'un qui est à la fin de vie? Mais comment est-ce que je me présente? Quels mots est-ce que j'utilise? Comme on le sait bien, hein, les mots, on peut changer complètement, on peut réorienter une discussion complètement avec le choix de mots. C'est comme si j'utilise un cancer. Est-ce que j'utilise le mot cancer ou non? Est-ce que je parle de fin de vie ou non? Est-ce que je parle des soins palliatifs? Des soins pâles ou non? Comment est-ce que, quel mot est-ce que je vais choisir? Parce que dans ces 30 secondes, encore une fois, ben, je vais quitter le chambre. Puis le patient va être là, seul peut-être, avec tous ces mots maintenant dans sa tête. Puis le but pour lui, qui est tout seul dans son lit, peut-être en train de regarder le plafond, c'est comme de penser de tout cela, mais où est-ce que je suis, c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis je rappelle même avec l'expérience avec ma mère, par exemple, c'est exactement ce qu'on fait les êtres humains. Hein? Donc, tu es avec un professionnel de la santé ou un bénévole ou quelqu'un qui est à côté de nous, qui est en train d'utiliser des mots, hein, qui est en train de communiquer. Et moi, je retourne à la maison et je décortique chaque mot. Est-ce qu'il y avait de l'espérance dans ces mots? Est-ce qu'il y avait de l'espérance dans le ton utilisé? C'est fou, je sais, parce que j'imagine que le professionnel qui rentre ou bien le bénévole qui rentre dans la chambre, ils n'ont pas ça dans la tête que, attention, parce que chaque mot va être décortiqué plus tard. Et imagine, tu ne vas jamais entrer dans la chambre avec le patient parce que tu sais bien qu'il y a une puissance, bien une profondeur sur les mots qu'on utilise, mais c'est profond, c'est puissant, et c'est intéressant pour mes étudiants en plus qui sont en train d'étudier un peu le lien entre la spiritualité, explicite ou non, verbalisée par un patient ou non, et souvent la fin de vie. Ou les soins pâles, comme on dit, c'est pas nécessairement on ne parle pas nécessairement de la fin de vie, mais la souffrance. C'est un peu ça qu'on est en train de voir aussi, comme tu dis, Sabrina, est-ce que je porte le chapeau? Est-ce que je porte le chapeau? Je suis un papa et j'ai des jeunes enfants à la maison, puis le patient lui aussi. Est-ce que je peux porter le chapeau de père maintenant? Est-ce que c'est trop intime? Est-ce que j'enlève? Est-ce que je mets le chapeau académique universitaire? Est-ce que je parle comme ça? C'est intéressant. Pour les interdisciplinaires en plus, est-ce que je parle comme théologien? Est-ce que je parle comme bioéthicien? C'est un peu, ouais, c'est toujours le grand défi, si je peux dire. Moi, je serais curieuse à connaître quel chapeau vous portez quand vous êtes dans une table ronde, à penser à ces questions bioéthiques, la théologie. Quel chapeau vous portez? Est-ce que c'est des chapeaux que vous changez souvent? Oui, j'ai plusieurs chapeaux. Hein. Ça, c'est toujours le fait. Les personnes qui sont interdisciplinaires, nous avons une expression en anglais on dit « Jack of all trades, but master of none ». Ça veut dire tu as ta main dans plusieurs choses, mais tu es vraiment maître de rien parce que tu as ta main dans plusieurs choses en même temps. Donc, c'est impossible d'être spécialiste dans une chose. Mais en même temps, tu sais, comme nous, à l'université, on est hyper spécialisé. C'est ça qu'on fait. Là. Donc, c'est ça qu'on est. Mais quand je suis à une table ronde, par exemple, ou une table avec des autres voix autour, des autres voix qui sont représentées, c'est toujours intéressant parce que je veux que c'est clair qu'au niveau de spécialisation, là, pour moi, c'est religion et médecine. Pour moi, c'est tellement important que les gens sachent que ça, c'est mon expertise. Je ne veux pas cacher le fait que c'est là parce que souvent, il y a une caricature de tout cela. Ah, religion, est-ce qu'on va commencer avec une prière? Est-ce que tu es prêtre?
C'est toujours comme ça, je suis habitué, même si les gens ne comprennent pas bien que la médecine puis tous les enjeux éthiques et toute la discussion autour de ça est ancienne et est née vraiment parmi la sagesse, est née vraiment dans un contexte de sagesse religieuse, mais je mets ça à part. Mais c'est vraiment la capacité de rationaliser, la capacité d'identifier les enjeux éthiques, premièrement, qui est souvent une étape qui est sautée. Il y a des gens qui vont, comme tu poses la question, aide médicale à mourir, puis ils vont commencer toujours avec leur conclusion. Et là, tu dis, merveilleux, mais peux-tu justifier ta conclusion, puis ils sont perdus parce que ce n'était pas la formation? N'importe quel enjeu. Donc, je pense que quand je suis à la table avec des autres voix, comme spécialiste qui est formé en religion et médecine, une des capacités ou bien une des compétences que j'amène à la table, c'est exactement cela. C'est un type de procédure, à mon avis, assez claire. Identifier l'enjeu. Parce que si tu veux sauter sur la conclusion immédiatement, peut-être on n'a même pas identifié les grands enjeux qui sont là. Peut-être tu as vu quelque chose avec le patient en question, et moi, j'ai vu quelque chose de complètement différent, mais c'est tellement pertinent aussi. C'est tellement pertinent aussi. Donc, d'identifier les enjeux, d'identifier les options, de bien regarder les facteurs. Tu sais, comme le médecin, il va avoir un autre portrait. Moi, peut-être, ou peut-être l'intervenant en soins spirituels, il va voir quelque chose d'autre parce qu'il a posé d'autres types de questions. Donc, je pense que ça, c'est la richesse qui est amenée à la table avec plusieurs voix. C'est que nous avons d'autres questions. Tu sais, comme pour nous, nous avons des autres questions en tête. C'est comme le soignant, le professionnel de la santé, il a des questions peut-être liées au niveau de douleur. Moi, j'ai des questions peut-être liées à son existence comme père, ou comme catholique, ou comme athée, ou comme homme d'affaires. Tu sais, comme on pose des autres questions qui ne sont pas posées. Donc, je pense que c'est ça qu'on amène à la discussion. Une chose qu'on amène à la discussion. Ça, c'était dans une table ronde multidisciplinaire, mais dans vos cours maintenant, est-ce que vous apportez des réponses? Tout à l'heure, on parlait des réponses que la théologie apporte à certains enjeux bioéthiques. Ah. Est-ce que c'est abordé? Maintenant, je porte le chapeau de l'étudiante qui est assise dans l'amphi et qui a encore votre cours. Oui, c'est une bonne question, Sabrina, parce que c'est intéressant. La question n'est jamais posée par mes étudiants, mais toi, juste en passant, la question n'est jamais posée par mes étudiants. Toi, Corey, comme professeur, est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu alignes avec le magistère de l'Église? Et quelle est la position de l'Église? Parce que souvent, ce sont des cours en bioéthique catholique, par exemple, que je donne. Puis ils vont poser ces questions. Ce sont des séminaristes peut-être ou des étudiants en chimie qui sont intéressés au sujet, mais ne sont pas au courant c'est quoi l'enseignement de l'Église. On sait que c'est toujours non, c'est comme par l'Église catholique, mais je ne sais pas pourquoi, par exemple. Donc, c'est intéressant parce que dans ces cours-là, si c'était un cours sur la bioéthique catholique, par exemple, c'est certain que je vais bien clarifier quelle est la position de l'Église sur tel et tel enjeu. Voici le magistère, ça c'est l'autorité d'enseignement de l'Église. Donc, voici l'enseignement de l'Église sur l'avortement, sur l'aide médicale à mourir. Mais plus important pour moi, ce n'est pas le oui ou non, là, qui est très facile à enseigner, à mon avis. C'est, mais pourquoi est-ce que c'est un non ou un oui pour l'Église? Parce qu'on parle, encore une fois, d'une culture tellement ancienne, là, 2000 au moins. C'est comme 2000 années de pensée de la souffrance, la maladie, la santé, là, qui est derrière tous ces enjeux-là, derrière toutes ces positions-là. Donc, c'est tellement important j'utilise le mot peut-être un peu trop, de décortiquer un peu cette riche histoire. Je fais ça aussi dans les autres cours. Ici, je donne un cours sur la bioéthique et les autres religions, comme la religion musulmane, la religion juive. C'est la même approche. Voici l'enjeu, voici les nuances. Ce n'est pas toujours très noir et blanc, la réponse de ces traditions-là, comme vous pouvez imaginer. Des fois, c'est beaucoup plus zone grise. Et voici pourquoi. Il y a des gens qui pensent X, des gens qui pensent Y. À la fin, qu'est-ce que je veux voir dans mon cours? À la fin, c'est intéressant parce que je ne veux pas nécessairement partager mes croyances. Ce n'est pas mon mandat comme professeur. Tu peux me demander dans ma paroisse, c'est une autre chose. Comme professeur, je suis là pour outiller mes étudiants, pour bien cultiver un esprit critique autour de ces questions-là. Je veux qu'ils ont bien compris l'importance de nuances quand on parle des enjeux éthiques, certainement aux soins, comme à la fin de vie, mais dans les autres domaines aussi, les autres sphères. Mais je veux que les étudiants ont bien apprécié qu'il faut bien comprendre les deux côtés de la médaille ou les quatre côtés.
Est-ce qu'il y a 4 côtés? Ça dépend peut-être sur le... Mais les plusieurs côtés qui sont en jeu. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on a? C'est des personnes qui pensent, mais catholique, ah ben, ta réponse est non pour ça. Ou c'est juste très clair, c'est un oui pour ça. C'est comme, mais est-ce que tu comprends le raisonnement? C'est comme le raisonnement qui est derrière tout ça? Parce que ça, c'est partagé par les personnes qui sont oui. C'est comme au niveau de l'enjeu. Donc, c'est vraiment de nuancer tout ça pour qu'ils ont bien compris que c'est beaucoup plus complexe que genre c'est comme dans un contexte clinique, j'ai une patiente qui demande d'aller médicaments à mourir et je suis catholique et elle est catholique et je vais dire, écoute, madame, c'est un non. L'autre patient, c'est où l'autre patient? C'est pas du tout. Écoute, je comprends bien l'enseignement de l'Église. Même en passant, je suis membre de l'Académie pontificale de la vie, qui est un groupe académique qui conseille le Vatican sur les enjeux éthiques. Donc, tu peux imaginer, ce n'est pas juste qu'on entre dans ces réunions-là. C'est quoi le sujet? Avortement, non, c'est un non. Merci tout le monde, tu peux retourner à ton pays. Comme c'est pas du tout comme ça. Il y a plusieurs gens qui pensent que c'est ça, comme le pape qui prononce quelque chose, puis maintenant, tous les catholiques, le pape prononce, il faut conduire seulement des autos qui sont rouges. Ah, maintenant, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Donc, c'est les nuances que je veux apporter à ces discussions-là, parce que c'est vrai que j'ai des étudiants qui sont déjà très noirs et blancs avec les réponses. Mais c'est non, c'est oui. Puis là, tu es comme, on va reculer, on va commencer avec le raisonnement avant la conclusion. Et pour moi, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas le Z, ta conclusion, mais c'est le processus. Est-ce que c'est nuancé? Est-ce que c'est critique? Pas critique d'une manière négative. Critique, je veux plutôt dire constructif. Puis là, tu peux y aller à une conclusion. Oui. Réfléchi, approfondi, poussé. Honnêtement, je ne veux pas dire que je m'en fous de la conclusion ou bien de la position de mes étudiants, mais à la fin, ce n'est pas ça que je corrige. Hein? Ce n'est pas ça que j'évalue. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis ça me rappelle tous mes cours d'éthique que j'ai pris en surplus puis qui m'ont tellement aidé, justement, pour mieux mettre en pratique la matière, puis en même temps, tellement utile au quotidien, que ce soit dans des gros enjeux ou dans des petits enjeux qu'on vit à tous les jours. Je pense que l'éthique est toujours au cœur de nos vies. Oui, je suis d'accord avec ça. Et c'est intéressant parce que, juste en passant, c'est comme si je suis sur un avion, par exemple, je suis en train de faire un petit trajet à quelque part. C'est toujours le fait que s'il y a un patient, pardon, je suis dans un contexte clinique, mais si j'ai un passager à côté de moi qui me demande, parce que c'est toujours le fait normalement aux États-Unis, peut-être plus, hein, mais quand il y a un passager à côté de moi, il va toujours poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est toujours la question qui est posée. Oui. Surtout quand on est sur les vols qui sont pas mal, un peu plus longs, là, mais... Et si je dis je suis spécialiste en éthique et médecine, si j'avais le plan de dormir, maintenant, il faut changer ces plans-là parce que les passagers ont toujours, les autres personnes, les autres êtres humains ont toujours des choses à partager. Si j'ai dit je suis spécialiste en géographie 14e siècle, Angleterre, écoute, très important, très intéressant. Mais normalement, ils vont dire « Ah, intéressant », puis ils vont retourner à leurs affaires. Mais quand tu dis « Je spécialise dans les enjeux éthiques à la fin de vie », c'est toujours quelqu'un qui va dire « C'est ma grand-mère ou mon père, je rappelle », puis il y a une richesse, il y a une solidarité dans ces intérêts-là. Les soins pâles, les soins en fin de vie, c'est rassemblable, c'est comme ça nous rassemble. Parce que tout le monde, il passe un jour ou l'autre, tout le monde a des expériences avec la fin de vie. Oui. Tout à fait. Et c'est un défi, je sais que c'est une question qui est souvent posée, mais c'est un défi à mon domaine aussi. Hein? Le fait que quand je rentre dans la salle de classe, j'oublie des fois, à cause que mes étudiants sont souvent jeunes, et j'oublie le fait que les enjeux éthiques en médecine, en santé, sont beaucoup plus... C'est comme c'est pas juste quelque chose qui est isolé, quelque chose à l'extérieur de nous. Je peux étudier cela maintenant, puis je peux retourner à la maison, pas de problème. J'oublie des fois que mes étudiants, même les êtres humains jeunes, ont déjà vécu des choses. Quand je parle de l'avortement, agression sexuelle, ce n'est pas quelque chose que je touche dans mes cours normalement, mais il y a des expériences. Grand-mère malade, père perdu. C'est comme, j'avais un étudiant avec une greffe d'organes. C'est comme, on oublie, c'est comme en mettre la jeunesse avec éternité, mortalité, c'est comme la souffrance est loin de ton... Oui, exactement. Donc, c'est un peu comme loin de ton expérience, mais ce n'est pas du tout le fait. Puis je rappelle que
très brièvement. J'avais un étudiant, je rappelle, qui a cogné sur ma porte quand j'étais aux États-Unis, puis elle a dit écoute, Corey, j'ai vraiment hâte à ton cours en automne, en éthique, en bioéthique et les religions de l'Occident. J'étais comme merveilleux, mais puis elle a dit mais je pense que je ne vais être pas capable. J'étais comme Julie, je vais changer le nom. Julie, pourquoi tu dis ça? Tu as déjà suivi 3 cours avec moi, là. Tu as eu un A, tu sais, comme dans chaque cours, tu es une étudiante excellente, là, ça va être merveilleux pour toi, ça va être pas facile pour toi, mais ça va être comme ça, j'imagine, au niveau de performance. On parle de performance. Puis là, elle a dit non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai perdu mon père l'année passée, puis ma mère vient juste d'être diagnostiquée avec un cancer 4e étage, je ne rappelle pas c'était quoi. Et je ne sais pas si je vais être capable d'être dans une salle de cours en train de décortiquer le concept de souffrance ou de parler des enjeux éthiques à la fin de vie. Et j'étais comme, super en français, blasté, tu sais, comme par ces informations-là. Un peu comme Corey, es-tu sérieux? Tu n'as jamais pensé que c'était la réalité de tes jeunes étudiants aussi. Ce n'est pas juste toi qui as vécu des choses. Et donc, ça réoriente aussi la manière que j'enseigne. Parce que je comprends bien. C'est des cours plus adaptés finalement à l'auditoire qui est là, puis avec la richesse aussi des expériences qui peuvent être partagées aussi. Je pense que cette étudiante, si elle n'avait pas vu aussi l'ouverture ou la sensibilité que vous avez par rapport à ces sujets, peut-être elle ne se serait même pas permise de venir le dire ouvertement. C'est aussi une marque de confiance. Effectivement, Sabrina. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on veut, hein, finalement, d'entrer dans un autre forum. C'est comme d'avoir ces expériences peut-être à la maison ou dans la famille. On a déjà peut-être partagé quelques mots avec les membres de la famille, mais de tourner un peu la discussion vers un milieu intellectuel, un milieu qui favorise une discussion critique avec des ressources, avec des autres voix, avec des autres universitaires, tu sais, comme avec des lectures, tu sais, comme avec toutes ces informations-là pour mieux m'outiller. Pas juste pour m'outiller comme étudiant, comme penseur, mais aussi comme petit-fils, ou fils, ou époux, ou enfant. C'est comme, je pense que c'est ça que mes étudiants cherchent. Mais je pense aussi, ça me fait rappeler à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au passager qui est à côté de vous dans l'avion puis qui pose des questions sur ce que vous faites dans la vie. Puis vous disiez que les soins palliatifs, la fin de vie, c'est rassembleur. Je pense que c'est aussi l'expérience puis l'expertise qu'on développe avec notre champ d'intérêt pour savoir comment mettre la table. Quels mots choisir pour parler de ça? Parce que moi, j'avoue, quand je parle à certains amis que je fais un doctorat sur le deuil, puis des adultes, ils sont comme « Oh, ça va tellement triste ce que tu dis. » C'est comme plein de mots qui me mettent en bouche, alors que je n'ai pas, alors que moi, je trouve ça très passionnant, mais que « Oh, pauvre toi, ça va être triste. » Tout à fait. Comment est-ce que tu es encore vivant quand chaque jour, c'est un cours sur la souffrance? Même, je donne un cours qui s'appelle « La souffrance et la mort ». C'est comme, tu poses la question comme c'est comme pas beaucoup de joie là-dedans. Là, mais honnêtement, je pense qu'au contraire, comme il y a des conversations, comme des discussions qui sont tellement, tellement intéressantes là-dedans. Mais c'est exactement comme tu viens de le dire, Sabrina. C'est intéressant. Souvent, je suis invité à une table, comme pour avoir ces discussions d'une manière ou autre. Et souvent, c'est moi qui est responsable, si je peux dire, de dresser la table, hein, si je peux dire, de choisir quelles assiettes est-ce que je vais mettre sur la table. Autrement dit, moi, je peux peut-être vérifier, évaluer d'une manière peut-être subtile où est-ce qu'on est avec les discussions. Parce que c'est fort possible si je vais y aller un peu plus trop loin comme avec la discussion sur la mort, mais les personnes autour de la table ne sont pas prêtes pour ça. Et ça va être comme ça va être comme ça va être problématique, tellement problématique. Et donc, c'est intéressant, c'est moi qui peux, si je suis invité à le faire, de choisir quelles assiettes je vais mettre devant tout le monde. Pas pour dire que ce n'est pas une image paternaliste, peut-être, mais c'est de choisir un peu l'orientation de la discussion pour bien servir les personnes qui se joindront à moi autour de la table. De servir l'entrée avant le plat principal, parce que sinon vos invités risquent d'être bourrés avant même de l'arrivée. Oui, exactement. Je pense qu'on pourrait terminer la conclusion sur ça. Ça a vraiment été enrichissant comme conversation, très pertinent.
Puis je vous remercie beaucoup, Corey, de nous avoir accordé cette discussion-là. Merci, Carole. Merci, Sabrina. C'est une grande joie. Une grande joie. Merci infiniment, puis on vous souhaite une excellente journée.